Thomas Brosard, bonjour. Salut. Alors, tu es le coprésident de B-Lab France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait B-Lab France, combien il y a d'adhérents? Alors B-Lab France, c'est l'association qui porte le mouvement des B Corp. Les B Corp, c'est un mouvement d'entreprise qui passe le message suivant. Le but, c'est pas d'être le meilleur au monde, mais le meilleur pour le monde. Donc ce sont des entreprises qui, plus que d'autres, regardent comment leur modèle économique, leur modèle d'affaires peut servir ou parfois dessert l'intérêt général et comment elles vont évoluer pour être beaucoup plus au service de l'intérêt général. Ce mouvement aujourd'hui en France, c'est 250 entreprises certifiées parce qu'il y a une certification assez lourde et difficile à obtenir. 6000 entreprises dans le monde. Et donc voilà, l'asso française porte le mouvement en France, fédère un écosystème, va discuter avec des écoles pour proposer des contenus, essaie de s'associer à des cabinets pour ensuite aider des entreprises à évoluer et aller davantage vers des modèles économiques à impact, régénératifs pour prendre un mot très à la mode, mais surtout qui soient utiles à l'intérêt général. Et cette communauté, elle grandit à quel rythme chaque année? Combien d'entreprises, par exemple en France, sont labellisées? Écoute, on va crescendo, mais en fait, on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent adhérer et se faire certifier. Parce que ce mouvement représente quelque chose d'assez puissant. Et par exemple, cette année, on va avoir autour d'une centaine d'entreprises qui ont rejoint le mouvement dans l'année. On est 250 après 5 ans, 100 sur l'année en cours, tu vois, donc tu comprends un peu l'effet d'échelle qu'on est en train de passer pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de rejoindre et d'être certifiées, mais surtout du coup de se mettre en voie vers un mouvement d'ambition autour de l'intérêt général. Parce qu'une fois qu'on est certifié, c'est bien, mais en fait c'est que le début d'un nouveau chemin sur lequel on doit s'engager. Et la taille des structures, est-ce qu'elles ont une typologie un petit peu hétérogène, homogène? Alors on retrouve tout secteur d'activité, on peut retrouver des industriels, des packaging, des cabinets de conseil. Mon entreprise Norcis, c'est du service numérique. Donc tout secteur et taille. La majorité des B Corp aujourd'hui, en tout cas en France, sont des entreprises de moins de 50 salariés. Et on retrouve de plus en plus néanmoins d'entreprises comme Norcis où on est 700, comme des entreprises du groupe Danone, qui sont là des entreprises qui ont une dimension beaucoup plus large. Ok, vous partez plutôt de la PME pour aller vers le grand groupe, contrairement à certains labels. Le fait est que le monde ne changera pas si on n'a que des boîtes de moins de 50 personnes qui adhèrent et qui réussissent à obtenir cette certification. Pour être certifié, il faut faire du déclaratif, c'est un audit dans l'entreprise, dans les processus. Alors, quel est le mode opératoire? C'est une très bonne question parce que pour le coup, et au niveau de Norcis, je me suis frotté à beaucoup d'audits et de certifications de différentes natures. B Corp a deux spécificités qui me semblent être absolument fondamentales. La première, c'est que, à la différence de toutes les autres, B Corp vient regarder, et ça vaut 50% de l'évaluation, quel est l'impact du business. Donc tu peux faire des paniers de fruits bio, des salles de sieste et préserver tes employés. Si tu vends du Roundup, ou des produits phyto plus largement, et en tout cas des choses qui ne sont pas franchement très souhaitables, maintenant on en a à peu près le cœur net, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça vient évaluer de façon précise comment ton modèle d'affaires sert l'intérêt général par ses produits et services, mais aussi par son caractère inclusif. Si tu fais des bons produits, mais qui sont que pour les bobos parisiens, qui font partie des 10% des revenus les plus élevés, tu ne contribues pas à l'intérêt général suffisamment. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que à la différence d'autres audits, certifications, on ne regarde pas quel est ton déclaratif ou quelle est la façon dont tu penses progresser, on te demande un niveau de performance. D'accord. Prenons un sujet assez important en ce moment qui sont la réduction des écarts de salaire. Dans d'autres audits, on m'a demandé, voilà, vous êtes où aujourd'hui et comment vous allez faire pour être meilleur demain. B Corp, c'est 1 à 5, 1 à 7, 1 à 9, au-dessus, t'es mort. Il n'y a pas de point. Donc en fait, il y a un niveau d'exigence qui est important. À ce jour, la certification n'impose pas sur des thématiques d'être vraiment performant. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois globalement performant, mais tu n'es pas obligé d'être bon partout. Et donc tu peux être très bon sur le social, peut-être un peu moins bon sur l'environnement. Le dispositif est en train d'évoluer pour qu'en 2024, on ait 10 thématiques. Inclusion, diversité, climat, etc. Et que sur chacune de ces thématiques, il y ait des figures imposées. Parce que demain, comment peut-on dire on est les meilleurs pour le monde si on n'a pas un bilan carbone, si on n'a pas des choses qui semblent être finalement des troncs communs des entreprises qui se veulent être les plus engagées. Ok, très clair. Et pour ceux qui ont déjà été certifiés, du coup, il faut repasser cette mise à jour. Tous les 2 à 3 ans. Tous les 2 à 3 ans. Norcis est en cours de recertification. Donc là, je dois reprouver de nouveau, je dois fournir la liste intégrale des collaborateurs, de leur ancienneté, de leur taux horaire. Je dois fournir les comptes de résultats de l'entreprise. Donc voilà, tu comprends que
Il y a même des informations hautement sensibles, mais pour dire que, à mon sens aujourd'hui, dans les audits et certifications, je pense sincèrement que Bicorp est une des plus exigeantes. C'est ce qui fait aussi qu'il y a une file d'attente assez longue parce que ça demande du temps de bien bosser. Tu viens de parler de ton entreprise, ça fait une transition avec la Perma Entreprise, qui est un concept que tu as toi-même expérimenté, élaboré. Tu peux en quelques mots exprimer ce que représente la Perma Entreprise ? En fait, alors l'entreprise a été fondée par mon père. Aujourd'hui, on la co-dirige, je dirais, avec d'autres personnes. On fait beaucoup mieux ensemble. Et en fait, on faisait un chemin depuis la naissance de l'entreprise autour de l'entreprise humaniste. Ça nous a amené sur la RSE. Et puis, on est allé vers Bicorp et puis vers la société à mission. Donc, on a essayé beaucoup de choses. C'est un chemin qui a commencé en quelle année à peu près ? Je dirais en 94 quand elle a été créée. Mais d'abord sur une vision très humaniste. Moi, j'ai amené un prisme beaucoup plus environnemental. Mais en gros, je dirais depuis 2013 et la première certification ISO 26000 exemplaire. Voilà, niveau exemplaire. Qui n'est pas un aboutissement, qui est plutôt la preuve qu'on était sur le bon chemin. Puis on l'a renforcé avec d'autres dispositifs. Mais en fait, quand on a fait tout ça, on ne co-construit pas avec les équipes un projet de long terme qui se veut très ambitieux par rapport à, par exemple, comment notre métier, qui est le service numérique, peut réellement contribuer à l'intérêt général. Ce qui est intéressant avec notre métier, c'est qu'on peut faire le meilleur comme le pire. Donc il faut avoir un cadre pour réussir à faire le meilleur. Et voilà, et puis il y a une histoire familiale, il y a la transmission de l'entreprise à différentes personnes dont je fais partie. Et en fait, on cherchait une méthodologie pour être assez radicale dans l'ambition long terme et qui soit beaucoup plus participatif dans la construction du projet. Et là, on a découvert la permaculture. Alors ça tombe bien parce qu'on est juste devant un potager en permaculture. Parfaitement le cadre. Il y a un truc fondamental dans la permaculture qui nous a beaucoup percuté, c'est que tout est régi, basé sur 3 principes éthiques qui sont indissociables. Je vais prendre le parallèle RSE, développement durable, people, planète, et puis en général, c'est surtout profit qui compte. C'est qu'on fait, la finalité, c'est de faire du profit, et puis on essaie de limiter l'impact négatif people et planète, quoi. Le modèle PERMA est très différent parce que lui, il dit people et planète, mais il dit surtout limite et pas profit. Donc on inverse complètement le prisme. Et comme c'est indissociable, c'est plus l'un au détriment des autres. Et surtout, dans notre modèle aujourd'hui, la génération des revenus et le modèle économique est la résultante de la finalité qui n'est plus le pognon, qui est comment je contribue à l'intérêt général. Alors ça, c'est une ambition qui, moi, me donne beaucoup d'enthousiasme. On a du chemin à faire encore par rapport à ça. On n'est pas non plus 100% parfait. Personne ne l'est de toute façon. Par contre, aujourd'hui, et ça c'est mon message plus personnel, ce dont je suis intimement convaincu, c'est qu'il n'est plus l'heure de faire des petits pas. Il est l'heure de définir un cap radical et très ambitieux qui justifiera qu'on puisse commencer par des petits pas. Mais les petits pas ne fonctionneront et ne seront, je dirais, acceptables et tolérables que si ils servent une ambition qui est beaucoup plus radicale parce que le monde en a besoin, tout simplement. Et en termes d'impact, pour prendre le cas de ta société, est-ce qu'il y a une des facettes des 17 ODD sur laquelle vous vous focalisez plus particulièrement et qui est en quelque sorte un peu un succès dans ce cheminement ? Je ne sais pas si j'ai envie d'en citer un en particulier parce que c'est vrai que parmi les 17, on en sert beaucoup d'une certaine manière. Après, il y en a auxquels on n'est pas du tout connecté. Je pense que la préservation des ressources halieutiques, quand on fait de l'informatique, ce n'est pas vraiment la préoccupation première. Par contre, par exemple, la transition des villes vers des villes durables, ça nécessite nécessairement des services numériques pour accompagner l'évolution des modes de vie. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises d'une certaine dimension sur des sujets de retail. Elles ont besoin qu'on les accompagne pour passer d'un modèle de distribution de produits en masse à la mise en place de modèles locatifs partagés, par exemple. Et là, le numérique a un rôle à jouer pour accélérer une transition. Ça, on le sert, je pense, de plus en plus. On travaille avec des acteurs de la transition écologique comme l'ADEME aujourd'hui pour les accompagner dans leur stratégie digitale au service de l'accélération de la transition. On travaille avec l'assurance maladie pour l'accès aux soins et à une santé de qualité pour tous les habitants. Donc là, on est sur l'inclusion. Donc ça passe par le choix des projets dans lesquels vous vous impliquez, vous mettez les compétences, les solutions. Voilà, aujourd'hui, pour nous, servir l'intérêt général, c'est questionner quelle est la finalité des projets que l'on réalise avec nos clients et comment on les réalise avec des réflexions sur l'accessibilité des services. Sur l'éco-conception des services, ce genre de choses. C'est pourquoi et comment on fait notre métier. Ça, c'est applicable à toutes les entreprises. Nous, ce qu'on est venu proposer avec le modèle de PERMA, c'est un cadre de réflexion pour définir le projet et le référentiel de pilotage. Je le dis parce qu'en fait, ça a tellement bien marché pour nous qu'on a été jusqu'à écrire un livre et jusqu'à mettre la méthode.
parce qu'on n'est pas un cabinet de conseil en transfo, on ne cherche pas à faire du business avec ça. Ouais. On s'est dit, on va faire notre part, on va contribuer à l'intérêt général. Et donc, on a proposé une méthode dans un livre qui est accessible largement. Le titre du livre, La perma-entreprise. La perma-entreprise. Voilà, c'est pas compliqué. Très bien. Alors, on va terminer sur cette info, comme ça permettra de penser à cliquer pour aller acheter le livre. Très bien, et puis ça peut contribuer à un grand rebond, même à petite échelle, ce sera déjà très bien. C'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi.